Quand Maurice Denis peint son hommage à Cézanne, il place Odilon Redon en chef de file, en mentor. Ces deux-là ont ouvert une porte et permis d'entrevoir, chacun à sa manière, une nouvelle vision des choses, une nouvelle conception de l'art. Ils refusent le compromis et expriment une liberté absolue du regard et de l'imaginaire dans une démarche jusqu'au boutiste qui inspire encore beaucoup d'artistes. Cézanne plie le réel à son regard et le transcende. Redon révèle l'inconscient et le fait avant sa création, pour ainsi dire. Charcot et Freud ne sont pas encore passés par là. Quand Redon commence à peindre, Jean-Martin Charcot débute à peine ses travaux sur l'extase mystique provoquée par l'hypnose. Mais avant cela, un ouvrage de Jules Michelet portait déjà les termes de cette idée, selon laquelle il existerait un inconscient. C'est La Sorcière, publié en 1862. Michelet, on le considère soit comme un romancier, soit comme un historien. Toujours est-il que ce livre présente les chasses aux sorcières de la Renaissance comme une sorte d'hallucination, une révolte qui serait la cristallisation de la nature humaine, un inconscient collectif. Il y a déjà là une ébauche, pour mettre des mots, sur l'idée que quelque chose dépasse l'entendement, et la religion n'en a pas le monopole. Le père de Redon fait fortune aux États-Unis, en Floride. Il rencontre sa femme là-bas, Odile, et décide de rentrer s'installer dans sa ville natale avec elle. C'est alors que naît en 1840, à Bordeaux, Odilon Redon. Sa santé fragile incite son père à l'envoyer à la campagne, auprès de son oncle. Il grandit donc dans l'exploitation viticole de Perlebade et ne se sent pas au bon endroit. Il s'ennuie beaucoup et y passe le plus clair de son temps à contempler le ciel, nous dit-il dans son journal intime. Il dessine et il peint pour s'occuper l'esprit. Aussi remporte-t-il un prix de dessin à 11 ans, mais apprend à lire et à écrire à l'âge de 14 ans seulement. Il tente des études d'architecture à la demande de son père, mais il déteste sa scolarité, et il échoue volontairement à l'examen d'entrée. Ses débuts en peinture étaient romantiques, chevaleresques, mythologiques. Il l'expose à Bordeaux et semble-t-il se fait ridiculiser par la critique. Ensuite, il va découvrir l'école de Barbizon, et donc Camille Corot à qui il rend visite, ainsi que Jeanne Delacroix, et il entre dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme à Paris, où il ne se sent pas très apprécié du maître. Il faut dire que l'orientalisme de Gérôme n'est pas du tout compatible avec quelqu'un comme Redon. Il se concentre finalement sur le dessin. Il étudie la gravure auprès de Rodolphe Brédin, une sorte de Gustave Doré inconnu, et pourtant aussi intéressant et varié que ce dernier. Ses lithographies évoquent la mort, l'inconnu, le désespoir, en quelque chose de très romantique, dans une déferlante de détails morbides et de végétation envahissante. Brédin n'est reconnu que 23 ans après sa mort grâce à son élève. Nombre des lithographies d'Odilon Redon sont passées dans l'imaginaire collectif. Il illustre des publications célèbres comme La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert. Il réalise aussi des encres, des fusains, du crayon, des gravures bien sûr. Il fait donc exclusivement du noir. Toute son œuvre baigne dans une atmosphère de rêve, de symbolisme, un monde fantastique et ineffable, où Rembrandt et parfois Goya ne sont pas très loin.
Il n'est pas religieux, il n'est pas croyant, mais il revendique un amour pour la vie et l'humanité. La question des origines le préoccupe et pour lui, un animal a autant d'importance qu'un homme. Cette vision panthéiste et amoureuse du monde est à mettre en perspective avec la mentalité dominante de son époque. Un moment où triomphe le nationalisme et le darwinisme social, avec toutes ces thèses racistes et xénophobes pour lesquelles Darwin n'y est pour rien. Redon se passionne donc pour le darwinisme, comme tout le monde. Il lit Pascal, Saint-Simon, Voltaire, Montaigne, c'est un parfait gentilhomme de la bourgeoisie culturelle. Il n'est pas forcément riche, néanmoins, il est instruit et il fréquente les mêmes milieux que les élites. Redon va donc illustrer ses lectures avec un goût certain. Il choisit Baudelaire, il choisit Edgar Allan Poe, et pour ce travail d'illustrateur, il prend des passages souvent mystérieux, et il dessine, il interprète, il fait une interprétation personnelle de ce que ça lui évoque. C'est pas une image illustrative, c'est son évocation. Il prend donc parfois des libertés avec l'œuvre originale. Redon écrit lui-même, en dehors de son journal intime, il rédige des nouvelles qu'il ne destine à personne. Elles sont parfois inachevées, souvent nébuleuses. Elles font deviner un homme seul au tempérament renfermé, et rêveur évidemment. Puis vient la guerre de 1870 qu'il va très mal vivre. Il se voit mobilisé et intègre l'armée de la Loire où se déroulent les derniers combats, avant la capitulation inévitable de la France. Installé à Paris, il expose quelques fusains qui sont l'occasion pour lui de rencontrer deux amis indéfectibles, Stéphane Mallarmé et Huysmans, deux écrivains pour le moins importants. Redon ne rencontre pas même un succès d'estime en France. Ses noirs en petit format ne font pas le poids face aux peintres pompiers ou aux immenses toiles des orientalistes, ou encore au déferlement de couleurs des impressionnistes. Il vend quelques-unes de ses œuvres quand même, mais en Hollande et en Suisse, auprès d'amateurs érudits. Il publie toujours quelques recueils de gravures inspirés par ses lectures, mais seulement à quelques dizaines ou centaines d'exemplaires maximum. Pour ce qui est des goûts artistiques de Redon, disons qu'il n'aime pas Ingres. Il incarne un art officiel et tout ce qu'il a de plus hautain et méprisant. Les gens qui décrètent ce qui est bon ou non en matière d'art se réclament d'Ingres. Donc il faut rejeter ça. Ces gens servent un ancien temps et ceux qui pourraient les en féliciter ne sont plus là. Par contre, il adore Delacroix parce que comme lui, il peint par amour de la couleur, et uniquement quand il est dans cet état d'esprit créatif que seuls les écrivains, les peintres, les musiciens connaissent. Ce moment où on ne peut rien faire d'autre que créer sans prétention, il y a juste que ça à faire. Ainsi, Redon cherche à créer le chef-d'œuvre de maladresse, mélanger des choses bien fidèles à la réalité et les brouiller avec d'autres plus indéfinies. Parce que représenter un paysage tel qu'il est concrètement, ça n'a pas d'intérêt. Ça fausse le regard des spectateurs et ça tue leur intelligence, leur capacité à ressentir une œuvre, à comprendre l'ambiance qu'elle cherche à créer. On voit bien là l'influence de Camille Corot. Ça me fait penser à un entretien de Jean Renoir où il parle des évolutions techniques du cinéma, il parle à peu près de la même chose. Il dit que plus la technique est bonne, plus les écrans sont grands et moins le cinéma a d'intérêt. Bientôt, il y aura des écrans géants dans lesquels on se noiera et une forêt filmée sera comme une véritable forêt. Et alors, autant aller directement dans la forêt. Ça semble assez pertinent, surtout au regard de ce que la réalité virtuelle peut maintenant offrir. Il existe même déjà des artistes de la réalité virtuelle. C'est même une des premières fonctions développées avec les simulations pédagogiques et évidemment les jeux vidéo. Redon se fait connaître comme son ami Mallarmé à 40 ans passés.
Mallarmé ne publiait pas encore, et Redon n'exposait pas, pour ainsi dire. Huysmans se les fait connaître à travers ses articles dans la presse, mais aussi dans son roman À rebours. Il y parle aussi de Gustave Moreau, qu'il compare volontiers avec Redon. C'est pas complètement faux, il peut y avoir une certaine parenté entre ces deux-là. Redon se met réellement à peindre en couleur suite à la naissance de son fils. La mélancolie et la fantasmagorie de sa période sombre laissent place à la rêverie et à la douceur de vivre. Ce qui peut paraître étrange pour un wagnérien comme lui, qui joue fréquemment les trios de Beethoven avec son ami Ernest Chausson au piano. Chausson, un compositeur qui n'est pas loin d'être son équivalent en musique. La chose qui frappe en premier lieu chez Redon, c'est son indépendance totale de la couleur. Il met du rouge en arrière-plan si ça lui chante. Il cherche pas une cohérence autre que celle de la composition. Par exemple, chez Van Gogh, les associations de couleurs sont poussées à l'extrême, mais elles respectent un certain cahier des charges, c'est-à-dire qu'il continue d'associer le rouge et le vert. Même si Van Gogh va très loin dans le procédé, il met un bleu très sombre avec un jaune très clair, mais ça reste du bleu et du jaune. Il remet pas ces règles-là en cause. Redon, lui, il s'émancipe. Et attention, il s'agit pas de dire qu'un Redon vaut mieux que deux Van Gogh, c'est pas le propos. Il participe à la création en 1884 du Salon des Indépendants avec l'aide de ses amis Georges Seurat, Paul Signac et aussi Henri Cross. C'est un acte fort dans le monde de l'art, une volonté de se représenter soi-même sans passer par un jury, sans subir de jugement autre que celui du spectateur. Tout le monde peut exposer, tout le monde peut visiter moyennant finance. 2 ans plus tard, il va participer au Salon des Impressionnistes avec Seurat et Signac, leur première participation d'ailleurs, et Redon n'aime pas les impressionnistes. Ils ont beau être de la même génération, ils sont pas du même monde. Leur représentation, leur vision éphémère des choses, leur sensibilité ne lui parlent pas. Il y voit plus du maniérisme que de la peinture. C'est un peintre du sensible, ce qui implique une démarche profondément honnête. L'aspect technique est relégué au second plan. On voit bien ce que ça implique pour l'art du XXe siècle, dont une bonne partie fera de cela sa devise. Aussi, Redon est-il un artiste qu'on aime passionnément ou pas du tout? On peut trouver que certaines toiles ne sont pas achevées,
On peut être déstabilisé par l'utilisation du flou, ou au contraire par la surabondance de détails dont le sens reste à déterminer, ou plutôt n'a pas lieu d'être déterminé. Il lui arrive de peindre des natures mortes, toujours sublimées, souvent il choisit de peindre des fleurs qui n'existent même pas, il préfère inventer plutôt que peindre d'après modèle. D'ailleurs, à propos de modèles, ces portraits sont tous très esthétisés, avec une touche légère, un sentiment apaisé et doux. C'est des visages pudiques qui confinent au mystère. Selon Redon, le portrait doit représenter l'essence du modèle et pas sa photographie. Ces autoportraits, par contre, ne sont pas tendres. Ils montrent un visage mature et réservé. On devine une inquiétude latente, puis assombrie, et il nous dévisage même. Il se représente assez sévèrement, alors que ses confrères peintres le montrent au contraire serein, presque nonchalant. Ça en dit un peu de sa personnalité. Dans les années 1900, il commence à peindre énormément, abondamment. Il fait aussi des pastels. Il a 60 ans passés et son style est toujours plus coloré, il dégage une positivité, une confiance à l'avenir qui va avec l'idéologie positiviste. L'avenir ne peut qu'être synonyme de progrès. Quand un personnage nous semble un peu triste, il exprime un espoir tranquille. Les commandes commencent à arriver, enfin. Il fait pour le château de Domessis en Bourgogne 18 grands panneaux, dont le panneau rouge qui est immense, pas si grand que ça, mais immense, on se noie à l'intérieur, quoi. C'est un mélange de couleurs rouges en dégradé subtil. Il y ajoute des motifs végétaux, c'est adorable. Il fait aussi le décor du salon de son ami Ernest Chausson, et Ambroise Vollard, le célèbre marchand d'art, lui achète 102 fusains d'un coup. Quant à Durand-Ruel, il l'expose dans sa galerie pendant presque 20 ans. En 1904, le Salon d'automne lui consacre une salle entière, et le musée du Luxembourg, le musée d'art contemporain donc, intègre Les Yeux Clos à leur collection. Le compositeur Toru Takemitsu va faire 2 pièces, dont une pour piano, qui s'inspire de ce tableau Les Yeux Clos. C'est assez curieux, est-ce qu'il s'agit du Christ, d'un homme, d'une femme, est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est quelqu'un dans un lac ou dans sa baignoire? Il y a un mystère qui émane de ce tableau qui le rend si beau et en même temps si simple. Difficile d'évoquer Redon. C'est un peintre de la sensibilité, de l'introspection. Il appelle à méditer, à contempler. C'est facile de passer à côté de sa peinture tant elle ne cherche pas à s'imposer. L'incompréhension que suscita son œuvre dans un premier temps, plutôt le désintérêt, ça l'a jamais vraiment affecté. En tout cas, il donne pas l'impression d'en être affecté. Il sait ce qu'il fait, ce que ça vaut, et ça semble lui suffire. Il a un parcours intéressant allant de l'ombre à la lumière, des dessins noirs et angoissés qui prennent petit à petit, ou plutôt non, d'un seul coup, de la couleur, et pour devenir une peinture extatique et consolatrice quand il meurt à 76 ans en 1916 à Paris.